Le président. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. La première chose que je voudrais dire, c'est que j'ai entendu hier que le conseil de permanence du témoin n'est plus disponible à partir de lundi. Est-ce bien exact? Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, madame, monsieur le juge. Nous avons en fait, tant le témoin que moi-même, une difficulté. J'ai une autre mission. Je prends un avion samedi matin et je serai indisponible pour 10 jours. Mais le témoin m'a informé qu'il avait lui-même arrangé avec la section des victimes et des témoins des rendez-vous médicaux le lundi après-midi en France. Voilà la situation, Monsieur le Président. Nous en sommes réellement confus. Well, believe me, Le président. J'en étais informé hier soir. Ça n'est pas quelque chose qui était occulté. Bien entendu, nous pouvons prolonger jusqu'à minuit. Ça ne me pose pas de problème. Aujourd'hui et demain. Mais j'aimerais entendre également l'équipe de la défense pour savoir ce qu'elle en pense et ce qu'elle a à proposer éventuellement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, il m'est difficile maintenant de vous dire exactement combien de temps mon interrogatoire va durer. Je laisserai bien sûr l'équipe de Charles Bégoudet vous dire ce qu'elle pense de son propre interrogatoire. Mais en ce qui me concerne, j'en saurai plus en fin de journée, mais il me paraît extrêmement difficile de tout terminer en 2 jours, puisque l'interrogatoire principal mené par l'accusation aura duré un peu plus de 3 jours. Je crois que je n'arriverai pas à revenir sur tout, et je suis même pratiquement sûr de ne pas pouvoir revenir sur tout en moins de 2 jours, en 1 jour et quelques, en 1 jour 3/4. Donc, je crois qu'il est sage de prévoir, enfin de vous dire que pour l'instant, je prévois que mon interrogatoire durera au moins jusqu'à lundi, et probablement une bonne partie du lundi. J'en saurai plus et serai capable de vous donner une approximation en fin de journée. Mais ça restera une approximation. Mr. Knops. Président, Maître Knops. Bonjour, Monsieur le Président. Pour notre équipe, il est très difficile d'évaluer le temps qu'il nous faudra pour interroger le témoin. Cela dépend bien entendu des questions qui seront posées par la défense de M. Gbagbo. Comme pour le P11, nous ferons en sorte, comme la Cour nous l'a demandé, de ne pas répéter les questions, mais ceci dit, il reste difficile pour nous de savoir s'il nous faudra 1, 2, 3 sessions. C'est vraiment impossible de le dire à la Cour. Et il faudrait également prendre en compte des questions supplémentaires éventuelles. Donc, à mon avis, il me semble peu réaliste d'en terminer avec ce témoin avant demain soir, même si on prolongeait les heures dans le prétoire. Et surtout qu'il nous faut, bien entendu, un bon niveau de concentration pour ce témoin. Mais c'est à la Cour de décider, et l'équipe de la défense est maintenant confrontée à des pressions pour terminer avant lundi matin. Il y a peut-être une solution qui serait que le témoin, éventuellement, se rende à son rendez-vous médical lundi et revienne mardi. Le président. Non, j'ai juste posé une question. Il n'y a aucune pression exercée par qui que ce soit. Maître Knoop, donc, en bref, nous ne pouvons pas vous dire de combien de temps nous aurons besoin. Le président. Nous y reviendrons en cours de journée et nous trouverons une solution. Nous trouverons une solution. On verra bien quelle sera la solution. Mais
De notre côté, il est certain qu'aucune pression n'est exercée sur qui que ce soit, sauf sur le procureur, qui a déjà bien dépassé sa propre évaluation du temps requis. Il y a là des pressions. Vous avez maintenant exactement 20 minutes 30 secondes. Je fixe les délais que j'ai fixés moi-même et pas ceux du greffier. Madame Pack, je ressens cette pression, en effet, Monsieur le Président. Le Président, c'est très bien. Madame Pack, merci. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Now I want to just pick up. Je voudrais revenir où nous nous sommes arrêtés hier. Et je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit au cours de la dernière session. Ça concernait l'incident du 3 mars 2011 à Abobo. Je vous interrogeais au sujet d'une réunion avec le général Mangou à l'état-major et au sujet de ce qui avait été dit. Je vous rappelle ce que Mangou a dit selon vous dans la transcription en français en temps réel, page 1.22.4, ligne 1 à 14, et dans la transcription en anglais en temps réel, page 1.3.9, ligne 1.2.9, ligne 13 à 24. Je vais citer cette section. Vous avez dit ceci à la ligne 8. Information précise. Mais qu'il faisait des pieds et des mains pour qu'il ait des investigations. And you go on. Et puis vous continuez. Ask you, please. Je voudrais, pour que les choses soient bien claires, vous poser la question suivante. Est-ce que le SEMA a donné l'ordre d'ouvrir une enquête sur les incidents du 3 mars 2011? À ma connaissance, je n'ai pas entendu parler d'instructions que le SEMA aurait données dans ce sens. Au demeurant, ces genres de mesures doivent être initiées par d'autres structures, par exemple le commissaire du gouvernement. Fixing your mind again. Revenons à cette réunion à l'état-major. Au cours de cette réunion, est-ce que le SEMA a nié qu'il y ait une responsabilité des FDS dans ces événements du 3 mars à Abobo? Je n'ai pas le souvenir qu'il ait nié, mais je pense qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments sur les événements. Il n'avait pas suffisamment d'éléments sur les événements. Maintenant, effectivement, quelque temps après, parce que je ne regardais pas toujours la télévision, j'ai appris que la déclaration du porte-parole était que les éléments militaires ne seraient pas impliqués dans cet incident. Mais globalement, aucun dans toutes les discussions qu'on a eues là-bas, le SEMA n'a pas pu avoir les moyens, d'avoir les témoins de terrain pour dire qui était dedans, qui n'était pas dedans. Okay, I'm going to just refer. Bon, je reviens sur votre entretien avec le bureau du procureur 0051-0
0462, page 0477, ligne 557 à 563. J'ai une déclaration, pas pour demander, mais pour démentir cette information. Une coquille, hein, c'est juste une coquille, je pense. Yeah, no, okay. Très bien. Ce que vous voyez sur cette page, ce que vous avez dit au cours de l'entretien, est-ce que ceci reflète bien ce que vous avez dit lors de l'entretien avec le bureau du procureur? Il s'agit des lignes 557 à 563. And is it true then? Est-il exact alors que le SEMA, au cours de cette réunion à l'état-major, a déclaré que les allégations à l'encontre des FDS relatives aux incidents du 3 mars étaient inexactes? C'est ce que j'ai dit dans le document et c'est ce que je suis en train de vous dire. Il a dit qu'il a les informations de terrain qui lui sont parvenues. Sur la base de ces informations, il n'était pas sûr que l'imputation du fait à ces hommes était fondée. Et donc, la déclaration que le porte-parole est parti lire à la télévision allait dans ce sens-là. Now, moving on from this. Continuons. De façon distincte, par rapport à la commission d'enquête qui a été établie en janvier 2011, d'après ce que vous en savez, est-ce que le président, M. Gbagbo, a donné des instructions pour qu'une enquête spécifique soit menée sur les victimes civiles de la crise post-électorale? Je sais qu'une commission d'enquête a été mise en place, mais je ne connais pas les résultats de la commission, de l'enquête. Ce n'est pas d'autres objectifs. And was your interest Et vous vous intéressiez aux actions, aux activités des éléments du SECOS? Je ne comprends pas bien cette question, Madame le procureur. was your concern to Vous souhaitiez vous informer si des éléments du SECOS avaient participé à cet incident du 3 mars, plus particulièrement des éléments du SECOS? Ça a été l'objet principal, mais ça c'est hier, ça n'est pas en rapport avec le document que vous me présentez. J'ai dit hier, ma première réaction c'était de vérifier. Mais après, on m'a rassuré parce qu'à partir du 26 février, il n'y avait plus aucun élément du SECOS à Bobo. À partir du 26 février. Or, c'est les événements dont on parle ici auraient eu lieu autour du 3 mars. Donc, j'ai été rassuré sur ces points. and let me just clarify. Et je voudrais préciser maintenant quelque chose avec vous. À la ligne 18 de la transcription, 18 à 24, vous affirmez. Chef de service. Donc, c'est lui qui m'a donné ça. Donc, j'imagine que intervieweur 1, c'était qui? Personne entendu. C'est un de ses services. Le chef de service, c'est le capitaine, non, le lieutenant de police.
Et bon, il y avait deux, un capitaine et un lieutenant de police. Bon, je vais dire Katibi. Quoi? Le chef de service, c'était capitaine Katibi ou alors le lieutenant de police qui est responsable de ça, l'un ou l'autre, quoi? So is he responsible, Katibi? Donc Katibi, il est responsable de ce rapport? Affirmé. La partie que vous citez finit ainsi. L'un ou l'autre, quoi. C'est-à-dire que je n'étais pas sûr de celui qui m'a donné le document. Ça peut être le rédacteur qui a signé, c'est-à-dire le lieutenant Sepan. Ça peut être le chef du service du lieutenant Sepan, qui est le capitaine Katibi. Donc, comme je n'avais pas d'informations, je n'avais pas la mémoire assez fixe et fidèle pour le dire, j'ai dit c'est l'un ou l'autre. Donc, je n'étais pas fixé moi-même. And just quickly, because I have a few minutes left. Rapidement, car il me reste quelques minutes. Je voudrais appeler un document 0018-0105. And while Et pendant qu'on l'attend, je vais vous lire une autre partie de la transcription. Je demanderai au juge de me faire confiance. C'est la page 487 du document de la transcription que j'ai citée, 0051 0480. Vous dites ceci à la ligne 254, et je cite en français. quelle autre information verbale à cette époque? Personne entendu? Eh bien, des éléments de séquence qui font du renseignement exactement ceux qui m'ont donné ça par la suite. Le capitaine Katibi m'a donné ça par la suite. Intervieweur 1, est-ce que vous pouvez, personne entendu, mais c'est oral aussi? Is that what you said at the time? C'est ce que vous avez dit à l'époque. Vous vous souvenez d'avoir dit cela au cours de votre entretien? C'est écrit là. And is it true? Did you receive? Est-il exact que vous avez reçu des informations verbales à l'époque, en mars 2011, de la part de Katibi? Les informations que j'ai reçues, je les ai reçues de l'officier de communication du SECOS. Et je l'ai dit hier, et je crois que dans les différents déclarations que j'ai eu à faire, je l'ai aussi mentionné. Ce que vous dites là, je ne crois pas que ça concerne ce que j'ai dit, ça soit en contradiction avec ce que j'ai dit. Les premières informations que j'ai reçues pour vérifier, quand j'ai eu l'information au niveau des radios étrangères, je me suis d'abord adressé au lieutenant de communication, chargé de communication. Bon, après, on en a discuté. Après, je peux avoir demandé aussi aux officiers de renseignement, je peux leur avoir demandé, j'ai pu peut-être leur demander aussi, mais les premières informations que j'ai eues, c'est avec l'officier de communication du SECOS. Alors, je vous arrête alors. Et je vais vous demander de regarder ce document. Regardez, s'il vous plaît, le titre, il est du 11 mars, c'est bien le 008-0105, adressé à l'état-major particulier. Excellence, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de soumettre à votre bienveillante attention le rapport hebdomadaire des activités du SECOS. And it's entitled Intitulé
Just two quick questions. Is this a report you recommend? Deux questions rapides. Tout d'abord, reconnaissez-vous ce rapport? Et devant moi, je ne l'ai jamais vu. Yes. Très bien. C'est un rapport du SECOS, vous ne l'avez jamais vu? Rapport du SECOS. Le document qui est devant moi n'est pas un rapport du SECOS, Madame le procureur. Okay, and just at the second page. Bien, deuxième page. Si nous pouvions afficher la deuxième page, ainsi vous verrez le document en entier. And I note Donc, je vois que Abobo n'est pas mentionné dans ce rapport. Savez-vous quoi que ce soit à propos du but de ce rapport? Une seule réponse, une seule question encore et j'en aurai terminé. Le président. La question est simple. Savez-vous quoi que ce soit à propos du but de ce rapport? De l'objectif du rapport? Je ne sais même pas si c'est un rapport du SECOS, parce qu'il n'y a rien qui me dit que c'est un rapport du SECOS. Si vous avez me donné ça en entièrement, avec les en-têtes du SECOS, avec quelque chose de distinctif par rapport au SECOS, je pourrais peut-être me prononcer dessus. Thank you. Président, merci. J'ai une copie de courtoisie, je ne vais pas poser de questions. Il a demandé à avoir le rapport, je peux lui donner. Le président, mais de quoi parlons-nous, le rapport? Mais enfin, je vous donne une dernière question de toute façon, Madame Pack. Je n'ai plus de questions. C'est juste s'il veut voir le rapport, je peux lui montrer, le président. Eh bien, qu'on lui montre la copie papier de ce rapport, il pourra ainsi le voir. thank you. Madame Pack, merci. Je veux juste vous donner le temps de regarder ce document en copie papier. But that was Et ensuite, Monsieur le Président pourra répéter sa question et nous en aurons terminé. J'ai regardé Madame le procureur. Yes. Le Président, très bien. Donc je pose la question, c'est toujours la même. Reconnaissez-vous ce document? Pouvez-vous en faire quoi que ce soit? Savez-vous de qui il émane, d'où il vient, à qui il est envoyé? Avez-vous des commentaires à faire sur ce document? L'avez-vous déjà vu, etc., etc. Président, le document qui est devant moi est un document élaboré par l'état-major particulier du président de la République et qui est adressé à son Excellence, Monsieur le Président. Formellement, c'est le document qui est devant moi, c'est ça. And you have never seen. Et vous ne l'avez jamais vu. Vous confirmez n'avoir jamais vu ce document? Ou l'avez-vous déjà vu? C'est pour la première fois que je le vois parce que, 1, je ne suis pas destinataire, 2, je ne suis pas l'origine. Okay. Question très bien, merci beaucoup. Madame Pack, je n'ai plus de questions, Madame le Président. Merci, c'est bien. Alors, je voudrais que l'on récupère le document que le témoin a vu, la copie papier, et je voudrais que la copie papier soit versée au dossier avec une cote, s'il vous plaît. Copie papier par rapport à la copie électronique. Maintenant, nous en sommes à un nouvel interrogatoire. Ça va être la défense de Monsieur Bagbo qui va vous poser des questions, Monsieur le témoin. Et je vais donc donner la parole à Maître Altit pour ce faire. Vous avez la parole, Maître Altit.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Madame, Monsieur, et bonjour à vous, Monsieur le témoin. Mon nom est Emmanuel Eltit, et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions auxquelles je serai reconnaissant de bien vouloir répondre de manière précise et concise. D'accord? Oui, maître. Alors on y va. Il a été question, dans votre témoignage du 28 mars, d'un couvre-feu édicté un peu avant le second tour des élections. Ma question est simple. Avant le second tour, ma question est simple. Qui était le Premier ministre à l'époque? Monsieur Soro Guillaume. Qui était le ministre de la Défense? J'ai vu sa photo hier, mais je commence à oublier un peu. J'ai vu la photo hier, là, quand il est venu me rendre visite au Sécos, mais j'ai oublié un peu. Je vois très bien le visage, mais c'est le nom qui ne me vient pas. Il était hier, il est venu me rendre visite au Sécos. On a vu ça sur la vidéo, là. Mais j'ai oublié un peu. Vous nous direz quand ça vous reviendra. Merci. Et qui était le ministre de l'Intérieur? Monsieur Émile Guirileou. Yeah. Please do not overlap. Ne parlez pas tous en même temps. Vous parlez tous la même langue, le français. Et dans ce cas-là, vous avez tendance à vous emballer, à répondre beaucoup trop vite et vous ne laissez pas le temps aux interprètes et aux sténotypistes pour faire leur travail. Donc, ménagez une pause entre les questions et les réponses. Merci. Du couvre-feu et de la situation qui régnait à l'époque. Ma question, là encore, est simple. Est-ce que le couvre-feu a permis de faire baisser la tension? Oui. D'accord. Le représentant de l'accusation a évoqué avec vous un décret de réquisition des forces armées nationales datant du 14 novembre 2010. Je vous repose la question. Qui était le Premier ministre à l'époque? Monsieur Soro Guillaume. Le ministre de la Défense, vous nous le direz quand vous vous en souviendrez. Je vais vous montrer très brièvement ce document. Alors, c'est CIV OTP 0018 0047 et page 0049. Alors, merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, que nous puissions lire, aller à l'article 2, enfin, et élargir, agrandir, de manière à ce que nous puissions lire l'article 2. Merci. Vous voyez, monsieur, en haut à gauche, l'article 2. Vous me dites, hein? Je vois. Très bien. Alors je le lis, il est très court, je cite, « Ce déploiement s'effectue sous le contrôle du Centre de commandement intégré, CCI. » Fin de citation.
pouvez-vous nous dire ce qu'était ce centre de commandement intégré? Le centre de commandement intégré a été mis en place à l'issue des accords de Ouagadougou. Et cela a été une structure au sein de laquelle les forces armées de Côte d'Ivoire et les forces armées des forces nouvelles ont appris à travailler ensemble et ont appris à ne plus se méfier les uns des autres. D'accord. Est-ce que vous voulez dire par là que la réquisition dont on parle ici, puisque c'est le décret de réquisition, allait dans le sens d'une coopération entre les forces rebelles et les forces gouvernementales? C'est ce qui s'est passé en réalité, c'est-à-dire que sous l'autorité d'un officier général des forces armées de Côte d'Ivoire, qui était un gendarme, secondé par un officier supérieur des forces armées des forces nouvelles, du rang de colonel. Cette structure qui était en même temps placée sous le co-commandement du chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire et du chef d'état-major des forces armées de FAFN, on lui a donc mis à disposition un certain nombre de détachements à charge pour le CCI de les déployer dans le cadre des élections, là où il était nécessaire de les déployer. D'accord. Quand vous dites « on a mis à sa disposition un certain nombre de détachements », vous voulez dire les responsables des FDS ont mis à sa disposition un certain nombre de détachements des FDS, est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Et par qui était commandé ce centre de commandement intégré? Il était commandé par le général Kwaku Nicolas, qui est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le général Kwaku Nicolas avait sous ses ordres une structure en quelque sorte bipartite, composée de représentants de l'état-major de l'armée gouvernementale et de représentants de l'état-major des forces nouvelles, anciennement forces rebelles. C'est bien ça? Affirmatif. D'accord. Qui étaient, si vous le savez, les représentants des forces nouvelles, anciennement rebelles, auprès du CCI? Il y avait un certain nombre d'officiers. Mais comme je n'étais pas près du CCI, celui le plus haut gradé que je connais, c'est le colonel Karim Ouattara. D'accord. Et où se trouvait le quartier général et l'état-major des forces rebelles pendant cette période-là? À quel endroit physiquement? À Bouaké. Qui dirigeait les forces rebelles? Le chef d'état-major des forces armées des forces nouvelles
était le général Soumaïla Bakayoko, secondé par le commandant, à l'époque, était commandant, qu'on appelait, était connu sous ce nom-là, Ouattao. D'accord. Si vous le savez, pouvez-vous nous dire quelle était la structure? Vous venez de nous parler de l'état-major. Quelle était la structure de l'armée rebelle ou ex-rebelle? Militairement parlant, j'entends. Ce que je sais, c'est qu'il y avait un état-major à Bouaké. Ensuite, ils ont fait un découpage du territoire sous leur contrôle en zones. À la tête de chaque zone, il y avait un chef de zone. On appelait le comme-zone. Je ne peux pas avec précision vous dire combien de zones il y avait. Il y en avait beaucoup. Donc, voilà un peu la structure que je connais des forces armées, des forces nouvelles. Est-ce que chacun des comme-zones dont vous venez de parler avait des troupes sous son commandement? Oui. D'accord. Ces comme-zones, à votre connaissance, ou certains d'entre eux, ont-ils été accusés d'exactions depuis le moment où ils se sont installés dans la zone nord du pays jusqu'en 2011? Il y avait des informations qui circulaient. Moi, je n'étais pas en mesure de vérifier, mais il y a des informations qui circulaient qu'il y a eu des affrontements à Bouaké entre certains militaires de FAFN. Et il y aurait eu beaucoup de morts, dont certains hauts responsables de FAFN. Pour qu'on comprenne bien, vous voulez parler de règlement de compte au sein des rebelles, c'est ça? J'emploierai pas ces termes, mais il y a eu un affrontement. D'accord. Et la raison de l'affrontement, vous la connaissez? Non. D'accord. À votre connaissance, y a-t-il eu des incidents dans le nord du pays lors du second tour des élections? Oui. Vous pouvez nous dire ce que vous en savez? Il nous est revenu qu'il y a eu beaucoup d'incidents à Korogo, où quelquefois certains ont été empêchés de voter. Les mêmes incidents ont fait en sorte que les représentants d'un des deux candidats n'ont pas pu quitter Bouaké pour arriver à Korogo et superviser les élections. Ensuite, il y a eu des violences, toujours à Korogo, sur les représentants d'un des deux candidats.
D'accord. Des violences sur les représentants d'un des deux candidats. Lequel? Le candidat Gbagbo. Et les inquiétudes du SEMA ont commencé à partir de là parce que dans le cadre du CCI, il avait déployé plusieurs détachements des forces armées de Côte d'Ivoire au nord. Et lorsque les violences ont commencé, il avait peur que ces hommes ne soient retenus dans la partie nord. C'était sa préoccupation pendant plusieurs jours. D'accord. Vous disiez à l'instant que les représentants d'un des deux candidats n'avaient pas pu aller même à Korogo. Les représentants de quels candidats n'ont pas pu aller à Korogo? Il nous est revenu que certains représentants du président Gbagbo qui, en partance pour Korogo, ont été retenus à Bouaké. Et donc, n'ont pas pu rallier Korogo le jour des votes. D'accord. Vous disiez aussi qu'à Korogo, un certain nombre de votants, ou d'électeurs plutôt, avaient été empêchés de voter. Alors, ils ont été empêchés de voter par qui? Par ceux qui étaient chargés d'assurer la sécurité des lieux de vote et aussi par certains jeunes gens qui étaient incontrôlés. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, nous, ils ont été empêchés de voter. Faisons simple, je sais que la situation n'est pas toujours simple et qu'on essaie, nous, de comprendre les choses. Ils ont été empêchés de voter par des pro-Gbagbo ou ils ont été empêchés de voter par des pro-Ouattara? Puisque eux, ils étaient des pro-Gbagbo. Continuez la suite, vous me mettez. Eux, ils étaient des pro-Gbagbo. Ils ne pouvaient pas s'empêcher eux-mêmes de voter. Je vais vous poser la question parce que, vous savez, après, nous aurons tout ce que vous avez dit porté par écrit. Et pour que les choses soient claires, je comprends ce que vous dites, mais pour que ce soit clair par écrit, est-ce que vous nous dites que des pro-Gbagbo ont été empêchés de voter par des pro-Ouattara? Est-ce que c'est ça? Oui, et ce n'est pas seulement à Korogo. Il y a certaines localités où il y a eu aussi quelques échauffourées, où certains pro-Gbagbo se sont opposés à ce que certains pro-Ouattara votent aussi, selon les localités. Mais ce qui était vraiment emblématique, c'était le cas de Korogo, Bouaké. D'accord. Alors, vous nous avez dit, interrogé par la représentante de l'accusation, que dès le 4 décembre 2010, ça allait mal, et notamment à Abobo. Alors ma question, vous nous avez donné des exemples d'ailleurs, mais ma question, à cette date-là, au 4 décembre, c'est-à-dire à peine quelques jours après le second tour des élections présidentielles, à cette date-là, y avait-il déjà beaucoup d'attaques contre les FDS? Il y avait déjà de la tension dès lors que les premiers résultats ont été proclamés. D'abord au Golfe, ensuite à la présidence de la République, au plateau. Donc les crispations ont commencé en ce moment-là, notamment à Bobo. Et les attaques contre les forces de l'ordre ont commencé.
Nous sommes jusqu'au 4 décembre. Hein. Y avait-il donc déjà des victimes parmi les FDS et ou la population civile? Au PK18 à Bobo, je l'ai dit hier quand Madame le procureur m'a interrogé, un immeuble d'habitation des forces de défense et de sécurité a été incendié par les manifestants. Des militaires et policiers ont été brûlés vifs dans cet immeuble. Certains policiers ont été tués par balle, toujours à Bobo, le cas 18. Il y a eu des cas comme ça un peu partout. Mais en même temps, des affrontements ont eu lieu où des civils ont trouvé la mort aussi. D'accord. Alors, qui lançait ces attaques contre les forces de sécurité? Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte que c'était le commando invisible. Mais d'emblée, on ne pouvait pas le savoir.